Le mirage du lendemain, ou l'art subtil de se mentir à soi-même. Prélude, l'âme qui erre entre deux rives. Il est des matins où l'on se lève sans que la lumière du soleil parvienne vraiment à réchauffer l'intérieur. On s'habille, on avale un café trop chaud, on attrape ses clés et l'on part. Vers quoi exactement? Vers un bureau, une usine, un écran, un comptoir. Vers un endroit que l'on a choisi ou que l'on a laissé nous choisir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On fait le trajet, les yeux mi-clos, les écouteurs vissés dans les oreilles, et peut-être on écoute justement ce matin-là un podcast sur comment transformer sa vie en 90 jours, ou bien la voix envoûtante d'un conférencier qui affirme avec une conviction presque solaire que tout est possible pour qui le veut vraiment. On hoche la tête, imperceptiblement. Quelqu'un a choisi en nous vibre. Puis on arrive au travail. Et cette vibration s'éteint, doucement, comme une bougie soufflée par un vent invisible. Ce texte est pour toi, voyageur immobile. Pour toi qui consomme des livres de développement personnel comme d'autres avaleraient des cachets contre la douleur. Non pour guérir, mais pour ne plus sentir. Pour toi qui sais, au fond, dans cet endroit silencieux que l'on appelle parfois l'âme, que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas là où tu devais être, que le chemin emprunté n'est pas le tien. Ce texte n'est pas un jugement, il est un miroir, posé avec douceur, mais posé quand même. Chapitre 1. La vérité que le corps connaît avant l'esprit. Le corps ne ment jamais. C'est l'une des grandes leçons que la philosophie stoïcienne, relayée bien plus tard par la psychosomatique moderne, nous enseigne avec une constance tranquille. Avant même que l'esprit ait formulé une pensée cohérente, avant que la raison ait bâti ses remparts et ses justifications, le corps, lui, a déjà rendu son verdict. Tu le sais, toi qui lis ces lignes. Tu le sais parce que tu connais ce serrement particulier dans la poitrine le dimanche soir. Cette fatigue étrange qui n'est pas physique, qui n'est pas le signe que tu as trop travaillé, mais bien au contraire le signe que tu as trop subi. Tu connais ce moment précis, vers 11h du matin à lundi quelconque, où tu regardes l'horloge et une petite voix murmure, presque inaudible. Est-ce vraiment tout ce que j'ai à offrir au monde? Le philosophe Henri David Thoreau écrivait, depuis sa cabane au bord de l'étang de Walden, cette phrase qui traverse les siècles comme une flèche. La plupart des hommes mènent des vies de désespoir tranquille. Il ne parlait pas d'une détresse spectaculaire, il ne parlait pas de larmes visibles ni de cris dans la nuit. Il parlait de ce désespoir doux, poli, social, celui qui se dissimule derrière la ponctualité, la politesse professionnelle, le sourire du vendredi soir. Tu n'es pas malheureux de manière clinique, tu fonctionnes, tu paies tes factures, tu ris parfois. Mais au-dedans, quelque chose ne trouve pas sa place. Et cette chose, tu l'as nommée, même si tu n'y attardes pas longtemps. C'est le rêve que tu n'as pas suivi. Chapitre 2. Le développement personnel comme anesthésiant doux. Il faut parler ici avec beaucoup de délicatesse, parce que le développement personnel n'est pas en lui-même une imposture. Il contient de vraies lumières, de vraies sagesses. Marcus Aurèle, Épictète, Viktor Frankl, ces hommes ont traversé l'épreuve et en ont extrait de l'or pur. Les neurosciences contemporaines nous ont offert une compréhension plus fine de nos biais cognitifs, de nos peurs archaïques, de nos schémas répétitifs. Mais il y a une manière de lire ces livres qui n'est plus de la croissance, c'est de la fuite habillée en voyage. Observez le rituel, il est presque liturgique dans sa régularité. Le lundi, tu commandes le nouveau livre dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Atomic Habits, The Power of Now, les 5 disciplines de l'excellence, peu importe le titre. Tu le lis avec une ferveur réelle, tu surlignes des passages, tu prends des notes dans un carnet. Tu te dis, cette fois, quelque chose va changer. Tu regardes ensuite des vidéos YouTube de coachs charismatiques qui parlent de mindset, de discipline, de sortir de sa zone de confort. Tu t'abonnes à leur newsletter, tu télécharges leur PDF gratuit sur les 7 habitudes des gens qui réussissent leur reconversion. Et puis, rien.
ou presque rien. Un effort de 3 jours, une tentative timide et le retour au statu quo. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas un manque d'information. Le problème n'est pas non plus un manque de volonté, contrairement à ce que ces mêmes vidéos se plaisent à insinuer. Le problème est plus profond, plus philosophique, plus existentiel. Tu utilises l'apprentissage pour remplacer l'action. Parce que l'action, elle, est réelle, irréversible et porteuse d'un risque que ton psychisme refuse d'assumer. Le psychologue américain Abraham Maslow avait observé ce paradoxe avec une lucidité troublante. Selon lui, nous avons 2 grandes peurs antagonistes en nous. La peur de l'échec, certes, mais aussi, et c'est la plus méconnue, la peur du succès. La peur de devenir qui nous sommes vraiment. Car devenir qui l'on est vraiment, cela signifie abandonner l'excuse du « je ne sais pas encore comment faire ». Cela signifie ne plus avoir de filet. Cela signifie être pleinement responsable de sa propre vie. Et cette responsabilité-là est vertigineuse. Chapitre 3. La belle illusion du futur magique. Il y a une temporalité particulière dans laquelle vivent ceux qui fuient leur vérité, le futur conditionnel. Quand j'aurai terminé cette formation, je changerai tout. Quand mes enfants seront grands, je me lancerai. Quand j'aurai mis assez d'argent de côté, je pourrai enfin. Quand j'aurai lu assez de livres, quand je serai assez prêt. Ce futur-là est une promesse que l'on se fait à soi-même et que l'on ne compte pas honorer. Il est confortable précisément parce qu'il n'existe pas encore. Dans le futur, tout est possible, rien n'est risqué, et surtout, rien ne peut encore échouer. Le philosophe Søren Kierkegaard avait décrit avec une précision chirurgicale cet état qu'il appelait le désespoir de la possibilité. L'état de celui qui s'enferme dans un monde de possibles infinis précisément pour n'avoir jamais à choisir, donc jamais à perdre. Car choisir une voie, c'est renoncer à toutes les autres. Et celui qui n'a pas encore choisi est encore, dans sa tête, capable de tout. Le développement personnel, dans cette configuration psychologique, devient une machine à produire du futur conditionnel. Chaque nouveau livre est une nouvelle promesse que l'on se fait. Chaque vidéo visionnée est une pièce de plus dans l'édifice imaginaire de la version future de soi. On construit, avec une minutie remarquable, une identité de quelqu'un qui se prépare à changer. Et cette identité est suffisamment satisfaisante pour rendre le changement lui-même inutile. L'univers, dans sa sagesse cyclique, nous envoie pourtant des signaux. Les synchronicités qui se répètent, les rencontres qui font écho à nos désirs enfouis, les rêves nocturnes où l'on voit s'accomplir ce que le jour refuse d'envisager. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations. Mais pour les entendre, encore faut-il avoir le courage de faire silence. Chapitre 4. Ce que tu sais déjà et que tu refuses de savoir. Il est une phrase que l'on prête à Oscar Wilde et qui mérite d'être citée ici, non pour sa provocation, mais pour sa tendresse cruelle. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais la sagesse, justement, est douloureuse à naître. Elle exige qu'on accepte d'abord ce que l'on a passé des années à éviter. Tu sais déjà. C'est là le cœur de cette réflexion. Tu sais déjà que le métier que tu fais n'est pas le tien. Tu sais déjà quel chemin tu aurais voulu prendre, ou quel chemin tu veux encore prendre, si l'on accepte que le temps, lui, n'est pas aussi impitoyable qu'on le croit. Cette vérité-là, elle ne vient pas d'un coach, ni d'un livre, ni d'un horoscope du lundi matin. Elle vient de toi. Elle a toujours été là. L'étrange dignité de l'être humain réside précisément dans cette capacité à savoir et à ne pas savoir simultanément. Les psychanalystes appellent cela la dénégation, cette opération mentale subtile par laquelle on affirme et on nie au même moment. Je sais bien que je ne suis pas épanoui dans mon travail, mais je ne peux pas tout quitter, ce serait irresponsable. La deuxième partie de la phrase annule la première. Et l'on peut ainsi traverser des années entières en portant une vérité que l'on s'interdit d'habiter. Ce que les traditions spirituelles, du bouddhisme zen à la mystique chrétienne,
en passant par les enseignements des grandes civilisations africaines, nous rappelle avec une constance apaisante, c'est ceci. La vérité n'a pas besoin d'être recherchée. Elle y assistera. Elle est déjà là, dans le silence qui précède les mots, dans l'espace entre deux respirations. Le vrai travail intérieur n'est pas d'apprendre davantage, mais d'avoir le courage d'écouter ce qu'on sait déjà. Chapitre 5. Les raisons qui t'empêchent de voir. Voici le chapitre le plus important de ce texte, celui que l'on referme le plus vite et que l'on relit le plus souvent. Si la vérité est là, si le corps la connaît, si l'âme la murmure, pourquoi donc cet aveuglement si tenace? Pourquoi ces années ont passé à consommer du contenu inspiré sans jamais franchir le seuil? Les raisons sont multiples, enchevêtrées et profondément humaines. Les voix nommées avec la douceur que leur complexité mérite. La peur de tromper les autres, l'une des peurs les plus universelles et les moins avouées. On a choisi cette voie ou on l'a laissée choisir par d'autres pour satisfaire une attente parentale, sociale, culturelle. Le fils de médecin qui est devenu médecin, la fille de commerçant qui a repris l'affaire familiale, l'étudiant brillant qui a suivi la filière sérieuse plutôt que sa passion jugée non rentable. Abandonner ce chemin-là, c'est risquer de détruire quelque chose qui appartient à d'autres autant qu'à soi. C'est risquer la déception de ceux que l'on aime. Et cette déception-là, parfois fait plus peur que sa propre insatisfaction. La peur de l'échec et de sa signification ultime. Tant que l'on n'a pas vraiment essayé, l'échec reste hypothétique, et un échec hypothétique ne touche pas. Mais si l'on essaye, si l'on se lance vraiment dans ce métier rêvé, dans cette passion longtemps gardée secrète, et que l'on échoue, alors ce n'est plus le projet qui échoue, c'est soi qui échoue, c'est le rêve lui-même qui s'effondre. Et certains, inconsciemment, préfèrent ne jamais savoir plutôt que de risquer cette révélation. Ne pas essayer permet de conserver intacte l'image d'un soi présent formidable, jamais mis à l'épreuve. Le confort matériel comme cage dorée. Il serait malhonnête de ne pas nommer celle-ci clairement. Le travail qui déplaît paie souvent bien. Il offre une sécurité, un statut, des avantages acquis. La voiture de fonction, la mutuelle, les congés payés, le salaire en fin de mois. Ces éléments-là ne sont pas des détails. Ils constituent souvent l'architecture entière d'une vie construite autour d'eux. Changer de métier, dans beaucoup de cas, implique une période de régression financière, au moins temporaire. Et dans une société qui mesure la réussite en chiffres, accepter cette régression exige un courage que notre époque ne glorifie pas suffisamment. Le regard de la société sur ce qui change. Nous vivons dans une culture qui valorise la cohérence, la stabilité, le sérieux. Celui qui change de voie à 35, 40, 50 ans est souvent regardé avec une curiosité mêlée de scepticisme. Ah bon? Tu quittes ton poste pour faire de la poterie? Écrire des romans? Ouvrir une ferme? Le jugement social est une force d'inertie considérable, surtout pour ceux dont la valeur personnelle est étroitement liée à l'approbation extérieure. Braver ce regard exige une solidité intérieure que précisément les années passées dans un travail non désiré ont parfois érodé. Le syndrome de l'imposteur amplifié. Plus les années passent dans un métier qui n'est pas le sien, plus la conviction grandiose que l'on n'est pas légitime pour prétendre à autre chose. J'ai 42 ans, je n'ai jamais suivi de formation dans ce domaine, qui voudrait de moi? Cette voix intérieure, que les psychologues nomment le syndrome de l'imposteur, se nourrit précisément du temps qui s'écoule et du retard qui s'accumule. Et paradoxalement, c'est souvent cette voix-là que les livres de développement personnel tentent de faire taire, avec plus ou moins de succès, puisqu'elle revient toujours dès que le livre est fermé. La confusion entre la passion et le métier. Il existe aussi, plus subtilement, une peur de gâcher ce que l'on aime en faisant son métier. Tant que la passion reste une passion, un espace de liberté, de jeu, d'irresponsabilité joyeuse, elle est pure. En faisant une source de revenus, c'est risquer de la soumettre aux contraintes du marché, aux exigences des clients,
aux impératifs de la productivité. Certains choisissent inconsciemment de protéger leur amour en ne lui demandant jamais de nourrir leur vie. Chapitre 6. Ce que la philosophie nous offre. Non pas une solution, mais une direction. Il ne serait pas honnête de conclure ce texte en proposant une recette. La philosophie, la vraie, celle qui ne cherche pas à vendre une méthode, mais à accompagner une pensée, ne donne pas de réponse toute faite. Elle ouvre des espaces. Alors, voici ce qu'elle nous offre, humblement. Socrate nous invite à la maïeutique, cet art d'accoucher de soi-même par le questionnement. Non pas se demander comment changer, mais d'abord, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui, en moi, mérite d'être vécu pleinement? Ces questions ne se posent pas une fois dans un journal de gratitude un dimanche matin. Elles se vivent, longuement, patiemment, dans la durée. Nietzsche nous parle du devenir ce que l'on est, non comme une injonction violente, mais comme l'accomplissement naturel d'une vie qui s'écoute. L'idée que chaque être humain porte en lui une forme unique qui cherche à s'exprimer, et que toute l'existence peut être lue comme ce lent mouvement vers soi. Sartre nous rappelle avec une franchise parfois brutale que l'existence précède l'essence, que nous ne naissons pas avec un destin écrit, que nous nous créons par nos choix, et que ne pas choisir est aussi un choix. Celui de laisser les circonstances, les peurs et les regards des autres dessiner notre vie à notre place. Et les traditions spirituelles, de leur côté, nous rappellent quelque chose que la philosophie occidentale tend à oublier. Le chemin n'est pas linéaire, il est cyclique, comme les saisons, comme les astres dans leur danse. Il y a des hivers nécessaires, des périodes de doute, d'immobilité apparente, avant que le printemps intérieur ne se lève. La transformation ne vient pas d'une information de plus, elle vient d'un moment de vérité, discret, intime, parfois vertigineux, où l'on accepte enfin de voir ce que l'on savait déjà. Épilogue. La permission que tu t'accordes. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vidéo. Tu n'as pas besoin d'un nouveau livre. Tu n'as pas besoin d'un énième programme de transformation en 21 jours. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas non plus ce dont tu as besoin en ce moment précis. Ce dont tu as besoin, c'est d'un moment de silence avec toi-même. Un silence sans podcast, sans écran, sans bruit de fond. Et dans ce silence, la permission de te poser la question que tu évites depuis si longtemps. Non pour t'accabler, mais pour enfin te libérer de l'énergie dépensée à l'esquiver. Est-ce que je vis la vie que je suis venu vivre? La réponse que tu entendras, quelle qu'elle soit, aura la douceur de la vérité quand elle arrive sans masque. Et cette vérité-là, même si elle est difficile, même si elle demande encore du courage pour être honorée, est le seul point de départ qui vaille. Parce que chaque jour passé à se préparer à vivre est un jour où l'on n'a pas encore vécu. Et tu mérites mieux que ça. Le moment le plus courageux de toute une vie est peut-être celui où l'on accepte de regarder en face ce que l'on a toujours su. Merci d'avoir écouté cette vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la boussole intérieure.